Félix. Merci, Félix. Écoutez, vous ne nous verrez pas tant en angle droit parce qu'on va se parler. C'est une conversation qu'on va faire ensemble. Moi, je suis la présidente de la QDR Québec. J'ai été proche aidante tout au cours de ma vie, mais la dernière épisode est marquante. Puis je veux vous la partager parce que ça concerne aussi le domaine de la santé. Alors, je vous présente Michèle Gauthier, qui a été conseillère en ressources humaines pour le diocèse de Québec et qui est présentement au sein du conseil d'administration de la QDR Québec. Vous allez voir, Mme Gauthier est brillante et puis connaissante aussi. Alors, Mme Gauthier va me poser des questions et puis moi, je vais lui répondre sur le thème de la proche aidance, comment on vit ça, puis tout ça. Puis vous pourrez après me poser des questions. Alors, on débute. Je me retourne vers elle, puis n'ayez crainte, on ne vous oublie pas. Bonjour, Michèle. Bonjour, Judith. Alors, je sais, Judith, que tu as vécu des événements assez marquants ces derniers temps, de telle sorte que tu t'es retrouvée là, dans un rôle de proche aidante. Peux-tu nous en parler? Certainement que je peux vous en parler. Ça a été vraiment spécial. Tout le monde connaît l'épisode qu'on vit à l'heure actuelle de COVID. Et puis, ça dure depuis très longtemps. Mon conjoint et moi, on avait fait attention. Je vous dis, on était même précautionneux. On avait des masques tout le temps, on sortait moins, on se lavait les mains, on avait toutes les mesures, tous les conseils. Mais vers la fin, en 2022, on se permettait des petites choses. On était tannés, puis tout ça, puis on a été invités à une soirée, puis on a décidé d'y aller. Puis, fort malheureusement, on n'a pas mis notre masque et on est allé à la soirée en question. Sauf que, après la dite soirée, on s'est retrouvés dans de beaux draps. Dans le sens qu'on a commencé tous les deux à être malades, mon conjoint et moi, mais ça l'a très mal tourné dans son cas. Puis ça, je veux qu'on comprenne bien l'épisode au niveau de la santé. Mon conjoint s'est mis à tousser, trembler, faire une température incroyable. C'était pénible, puis il ne voulait pas bouger de la maison. Alors, moi, j'avais la COVID aussi, mais faiblement. Fait qu'on s'est retrouvés ensemble dans cette situation-là. Puis moi, je l'ai aidé. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. Puis c'est important de bien comprendre le système de santé. Juste pour préciser une chose, pourquoi ton conjoint était plus malade? Très bonne question, Michel. C'est que mon conjoint est immunosupprimé. Mon conjoint a déjà fait un gros cancer, une leucémie, ce qui a fait que ces globules blanches sont paresseuses, ne sont pas combatives et puis ils ne combattent pas. Alors, c'est pour ça que ça l'a pris de fouette, la COVID, puis il est devenu vraiment très malade. Puis là, tu t'es sentie aidante naturelle, là, aidante. Oui, parce qu'il ne pouvait plus se lever, il tremblait, il y avait une forte fièvre et puis il y avait des douleurs incroyables. Alors, moi, j'ai bien vu que c'est une situation vraiment spéciale. Lui, il ne voulait pas bouger, il était vraiment là dans une grosse situation. Fait que je me suis dit, il faut que je l'aide. Je ne peux pas le laisser dans le lit, il va mourir. Mon intuition était ça, puis aussi l'observation. Puis ton attitude à ce moment-là, quelle a été ton attitude? Tu me dis, oui, il faut que je l'aide, mais il faut que je l'aide, c'est pas en restant assise chez vous. Ah non, non, non. Alors, quelle a été je n'ai pas resté assise, c'est pas mon style. Non. J'ai essayé de lui donner quelque chose, du Tylenol pour que sa température baisse, je l'ai couché, j'ai mis des serviettes, j'ai vu qu'il y avait des douleurs dans tout le corps. Mais j'ai vu qu'au contraire, la température montait, montait, montait et il commençait à avoir de la misère à respirer. Alors, ce que j'ai fait, puis je pense qu'il faut que je le dise, parce qu'il y a des temps dans la vie où ça arrive rapidement. Puis si tu ne bouges pas, c'est trop tard. Alors, vous allez voir d'aventure en aventure, j'ai appelé une ambulance.
Puis là, tu dis, là, tu t'es sentie proche aidante. Si toi, tu faisais rien, Ben, on était deux dans la maison. OK. Alors, si je faisais rien, il se passait rien. Il ne se passait rien. On était deux dans la maison. Alors, j'ai appelé une première ambulance. Ben, j'ai dit, je ne l'amènerai pas. Il est plus gros que moi. Je vais tomber. Il y a de la misère à se tenir. Première ambulance qui est venue. J'ai appelé le 911. Il faut toujours penser 911 dans ces circonstances-là. L'ambulance est venue. Ils l'ont pris. Ils l'ont amené. Ils m'ont dit, les hôpitaux sont surchargés, madame, on l'envoie à l'hôpital Saint-Sacrement. Alors moi, j'ai dit, bon, il va y avoir un soutien, il va y avoir quelque chose. Sauf que 2 heures après, on me le renvoie. On m'appelle à l'hôpital Saint-Sacrement et on me dit, venez le chercher, c'est la COVID, ça va se passer. Moi, je dis, ben non, ça ne se passe pas, il n'est pas bien. Ils m'ont dit, venez chercher madame, on n'a pas de place. Est-ce que tu avais l'impression de te battre aussi à travers ça? Ben là, j'avais une drôle d'impression. Je suis allée chercher, je l'ai rentré dans l'auto, il n'était pas vraiment bien, puis je l'ai laissé, je l'ai placé comme il faut, j'ai donné des médicaments, mais la situation n'a pas amélioré. J'ai décidé de rappeler une autre ambulance. J'ai dit, ça n'améliore pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. Fait que j'ai rappelé une ambulance, ils l'ont envoyée dans un autre hôpital, puis dans l'autre hôpital, ils l'ont gardé un petit peu plus longtemps sous observation. Ils ont donné probablement quelques médications. Ils m'ont rappelé, puis ils m'ont dit, viens me chercher, ils me gardent. Ils l'ont gardé, oui, quelques heures. Je suis retournée, je l'ai cherché, je l'ai ramené. Mais là, ça ne s'améliorait pas. Alors, j'ai attendu, puis il est encore pire que pire. Mais j'ai dit une autre ambulance. On le renvoie. Pour une troisième fois. Oui, troisième fois, on le retourne à l'hôpital. Et cette fois-ci, il garde un petit peu plus longtemps, une journée ou deux. Mais il me le retourne. Moi, je regarde ça. C'est beau dire la COVID, mais coudonc, ça ne marchait pas. Alors là, je me suis dit, je le retourne. Je l'ai retourné, je rappelle une autre ambulance. C'est pour ça que je voulais parler de ce cas-là. Je l'ai retourné et là, ils l'ont pris en main. Dans un autre hôpital. Oui, ils l'ont pris en main et puis là, ils ont détecté qu'il n'allait pas bien et ils l'ont hospitalisé pendant 1 semaine. Alors là, moi, j'étais contente, puis je voyais que ça s'améliorait. Sauf que après 1 semaine, ils m'ont dit on le retourne, il est mieux. C'est vrai qu'il avait pris du mieux. Il va être capable de passer sa COVID chez vous. Là, moi, je dis OK, non, je le ramène. Là, 1 semaine, c'était quand même correct. Je le retourne et là, il recommence à être malade. Il recommence à être malade, tousser, ça n'avait pas de sens. J'avais des amis qui venaient et disaient, mais il est gris, il retousse, la toux reprenait, hors de contrôle. Là, je me suis dit, non. On le retourne. Écoutez bien ça. Fait que c'est de l'approche aidante d'urgence. Fait que je l'ai retourné. Et cette fois-ci, ils l'ont regardé 1 autre semaine. Est-ce qu'à toutes les fois que tu es allé à l'hôpital, il a fallu que tu répètes toute l'histoire des rencontres? Oui, je répétais l'histoire. Répéter tout le temps. Oui. Puis là, je signifiais, il est immunosupprimé, il y a eu la leucémie, c'est vraiment, il n'est pas en forme. Je répétais ça. Ça n'a pas de bon sens, il ne récupère pas, je le répétais. Fait que là, ils l'ont gardé et réhospitalisé. Puis là, ils ont eu un traitement beaucoup plus important. Ils ont donné différentes affaires pour leur montée, puis tout ça. Puis ils l'ont gardé 1 autre semaine entière. C'est quand même bon. Oui.
Puis quand il est sorti, c'était pas à la vitesse, il démontrait qu'il toussait beaucoup moins. Et puis, je l'ai retourné, j'ai pu le ramener chez moi. Mais chez vous, j'imagine que tu l'avais toujours sous surveillance. J'étais rendue infirmière particulière. Je vais peut-être me recycler. Est-ce que tu pouvais téléphoner à quelqu'un pendant ce temps? Oui. Aux infirmières? Non, il ne m'avait pas dit ça, sauf que j'appelais Info Santé. Ah bon? Info Santé, le 811, puis je demandais, il se passe telle affaire, qu'est-ce que je peux faire, tout ça. Puis, il me répondait quand même. Mais j'ai fait une demande au programme là, du CIUS ou CLSC pour avoir une infirmière qui vienne à domicile le voir. Parce que moi, je ne suis pas infirmière, j'ai beau être bien voulante, mais j'ai fait une demande pour avoir une infirmière qui vienne constater sa situation. Ils m'ont dit que non, il n'y avait pas de programme. Ah non. Et il y avait leur programme, c'est quand tu as une plaie quelconque, une opération, où il faut qu'ils changent les drains ou ils changent le bandage ou quoi que ce soit. Là, ils peuvent venir à domicile, puis ils peuvent le faire. Mais pour aller vérifier la santé d'une personne, ils ne le font pas. Fait que je me suis retrouvée dans la même situation. Vous comprenez très bien que je me suis mis à l'observer. Puis là, j'imagine que oui, tu l'observais, puis tu avais des tâches que tu devais assumer, que tu n'avais jamais assumées auparavant. Bien, je n'ai toujours pas mal assumé, mais je te dirais que oui. Parce qu'il était faible. Puis la COVID, ça rend faible. Je ne sais pas si vous autres, vous l'avez eu, mais ceux-là qui l'ont plus fort, ça les rend faibles très longtemps. Fait que moi, je m'en occupais, je l'aidais à se laver, je faisais à manger, je voulais voir comment il était, puis tout, là, je faisais tout ça, là. Mais ça ne me dérangeait pas parce que la situation, je n'étais pas pour le laisser là non plus, puis il n'était pas très, très en forme, mais je voyais par ailleurs, cette fois-ci, que je n'aurais pas à appeler une autre ambulance, puis je n'avais pas à me redéplacer. Je voyais que la santé s'améliorait de fois en fois. Puis l'hôpital l'a rappelé pour lui donner des rendez-vous de suivi et ça a bien été. Là, j'ai vu que finalement, ça allait bien puis que ça avait repris le bon bord. Je vous ai dit, je vais décrire ce cas-là parce que c'est proche aidant d'urgence. Ben oui. Et comment tu t'es senti à travers tout ça? De l'aide, des fois des fermetures aussi de la part d'un hôpital où on retourne ton mari à la maison. Comment tu te sens à travers tout ça? Est-ce que tu t'es dit, je suis vraiment une proche aidante et il faut que j'aille me chercher de l'aide? Qu'est-ce que tu pensais à ce moment-là? Je me suis dit, le système est bon, mais il pourrait être meilleur. Et puis, je me suis dit, durant la COVID, il y a tellement de cas qu'ils ont des normes, puis des fois, entre les maillons, ils peuvent laisser passer des choses. Puis ça m'a aussi dit, puis je l'avais vu aussi avant, qu'il faut surveiller nos affaires. Et puis ça m'a bien démontré, encore une fois, que même si on devient malade, on n'est pas complètement malade. La maladie est là, mais on reste un humain qui avons des droits, puis qui savons ce qu'on a, puis qui sommes capables de parler pour bien signifier qu'est-ce qu'on a. C'est ça que ça m'a fait. Puis tu dis que le système pourrait être meilleur. Qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce que tu proposerais à un système pour être meilleur? Bien, je pense que au niveau du système de santé, il manque de personnel. On a vécu quelque chose de difficile. C'était vraiment, vraiment pénible. Et puis, il ne pouvait pas avoir plus de choses que ça. Sauf que j'ai repensé à tout ça, puis je me suis dit, il faut vraiment
qu'il y ait une ligne pour accompagner les gens qui vivent des situations comme ça au fur et à mesure dans leur parcours, puis qui les aident. Parce que si je n'avais pas défoncé des murs puis rappelé des ambulances, je ne sais pas ce qui serait venu à mon conjoint. Puis je me demande s'il n'y aurait pas lieu, il y a des groupes ici qui s'occupent des proches aidants, de faire quelque chose pour aider dans des circonstances, les proches aidants dans des circonstances similaires. Je ne pense pas que c'est de la mauvaise volonté partout, mais ça prendrait de l'aide parce que tu te sens vraiment en combat contre tout ça, puis ça demande des efforts assez importants. Une petite parenthèse, si quelqu'un qui est seul se retrouve un peu là, comme ton époux en mal ou tout ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il y a des ressources pour ces personnes qui vivent seules à la maison? Bien, moi, je dirais que ce que j'ai expérimenté, puis je l'ai déjà expérimenté pour d'autres personnes, appeler le 911. Oui, c'est la meilleure chose. Il ne faut pas hésiter quand on se sent mal. On pense des fois qu'on paralyse le système puis qu'on n'est pas vraiment malade, mais ce n'est pas vrai. Il ne faut pas penser à ça. Il ne faut pas non plus. Mais si on sent notre corps, hein, on sent comment on est, il ne faut pas hésiter, il faut appeler le 911 puis l'ambulance. C'est clair. Il ne faut pas retarder puis dire ça va mieux aller puis tout ça. Mais il y a un danger quand tu es tout seul. C'est plus difficile. Parce que des fois, tu ne vois pas venir la situation. Tu deviens mal tout d'un coup. Il y a des gens qui font des AVC, vous le savez, puis il y en a d'autres qui ont quelque chose, puis là, ils ne peuvent pas le voir. Puis ça, tu ne pourras jamais contrer ça. Parce que des circonstances dans la vie que tu ne peux pas contrôler. Fait que je me dis, ça, tu ne peux pas vraiment contrôler ça. Ça fait partie du destin de la vie, mais tu ne peux pas. Mais si par ailleurs, tu as un petit temps pour connecter 911, puis appeler l'ambulance, dire j'en peux plus, j'ai tout, je fais quelque chose, puis ils viennent. Ils viennent, puis ils offrent du bon service. Mais tu ne peux pas toujours. Parce que tu peux, prenons la situation de personne aînée dont je suis. Des fois, je serais tout seul, mon conjoint s'en irait où, puis je tomberais, puis je viendrais assommer ou quelque chose, ben là, je peux toujours bien pas appeler. Tu sais, il y a des circonstances de la vie. C'est pour ça que j'ai un autre message. En tant que proche aidante, en tant que personne aînée humaine, vaut vraiment la peine de bien organiser notre domicile. De ne pas l'encombrer, de ne pas, même moi, là, quand je traînais mon conjoint parce qu'il ne se tenait plus, on n'avait pas d'encombrement, mais mettons, j'aurais eu des gros encombrements, ça ne serait pas facile de passer d'une place à l'autre. C'est vraiment pas fameux. Puis, il y a des programmes d'adaptation de domicile qu'on peut se prévaloir. Je pense que la Ville de Québec va embarquer là-dedans pour essayer de s'aider. Parce que des fois, c'est encombré ou c'est pas bien organisé, tu n'as pas ce qu'il te faut. Il faut aussi prévenir les choses. Prévoir, oui. Prévoir parce que c'est très important. Puis moi, je n'ai pas fini mon histoire. Quand mon conjoint est revenu à la maison, il y avait une quantité, je vous dis, importante de médication. Il fallait aller à la pharmacie. Ah bon, chercher les médicaments. Ça, quand tu arrives chez vous, tu n'es plus à l'hôpital. C'est plus fait quotidiennement par des gens compétents. Fait qu'il fallait aller à la pharmacie, ce qui n'est pas des fois rapide comme un éclair. Puis il fallait tout organiser ça parce que ça prend une certaine organisation. Fait que je vous dis, il faut vraiment bien penser, puis être là puis regarder nettement la situation. Être vigilant. Être vigilant, puis organiser. Je vous dirais aussi organiser si possible. Parce que là, je vous dis, moi, je l'avais testé, là, mon conjoint, puis je suis peut-être hyper vigilante, là, je suis peut-être hyper vigilante,
mais j'ai bien vu qu'il ne passerait pas à travers, connaissant sa situation de santé. Oui. Fait que je savais que si je ne bougeais pas, ça serait foutu. Fait que faut développer des réflexes d'autodéfense, puis de mouvement, parce que dans beaucoup de choses, je pense que les groupes là, qui s'occupent des proches aidants sont tellement compétents, puis on pourrait s'en reparler. Il faudrait faire une petite trousse. Oui. Go! Oui. Non, je sais qu'à Laval, je ne sais pas à Québec, peut-être que vous autres, vous le savez, il y a des policiers qui ont fait des trousses pour en cas d'urgence, tout ça. Puis je pense que ça serait bon là, de revenir à ça parce qu'on vieillit. On est dans des situations des fois plus difficiles. On veut vivre chez nous, on a le droit, mais il faut s'organiser puis voir à ce qu'on ne soit pas trop empêtré pour que ça devienne trop difficile. Puis, comment toi, Judith, tu es allée te ressourcer à travers ça? Qu'est-ce que tu es allée, il a fallu que tu ailles chercher des forces parce que c'est pas donner à tout le monde de faire tout ce que tu as pu faire. Qu'est-ce que tu as fait? Mais premièrement, bizarre d'affaire, je me suis mis à avoir mal à l'estomac. Parce que j'avais trop gardé ma nervosité en dedans, puis ça l'a comme sorti. Parce que j'ai remarqué, je ne sais pas vous autres, puis vous allez pouvoir m'en parler, quand on agit, puis on ne vit pas notre émotion, ou on ne peut pas parce qu'on ne fait rien, bien, ça fait quand même une souffrance dans le corps. Fait que je me suis mis à avoir des petits problèmes d'estomac, puis être beaucoup fatigué, puis beaucoup me sentir, oh, ça va vraiment pas dépressif, mais je voyais que mon corps n'était pas très bien. Fait que je me suis dit, c'est comme un auto, quand tu le forces trop, surtout quand il est plus âgé, bien là, il faut que j'aille me reposer ou que j'aille chercher des forces. Puis comment tu l'as fait? Comment j'ai allé chercher? Ah oui, je vais te raconter ça parce qu'il ne faut jamais gêner. Hein. Des fois, on dit on n'est pas vraiment bien, mais ça va passer, tout ça. Mais moi, je pense qu'il faut penser que ça va passer. J'ai été voir le médecin. Elle m'a donné quelque chose pour l'estomac, pour l'acidité de l'estomac. Puis, j'ai clairement demandé, j'ai dit, j'aimerais ça aller au CLSC ou avoir une référence au CLSC pour raconter mon histoire puis vivre mon émotion. Fait que j'ai demandé ça, puis j'ai dit, ça va me faire du bien, tout ça. Puis entre-temps, j'ai recommencé mes respirations. Vous savez très bien, on va l'avoir dans notre autre webinaire. Les respirations, c'est la base de tout. J'ai commencé mes séries de respirations pour être capable, puis tu sens mieux après, mais il faut les faire. Y a-t-il des moments stratégiques où tu fais des respirations? Oui, oui. Quand je viens, je sens la fatigue, puis la déconcentration, puis la fatigue, là, je commence mes respirations. J'ai la recette pour ça. Monsieur Parent va vous l'envoyer. Les respirations font quelque chose. Puis, effectivement, on m'a rappelé de la clinique médicale, puis j'ai pu voir quelqu'un. Pour parler. Pour que toi, tu puisses le dire à quelqu'un. Le dire, tu avais comment ça m'avait angoissé, puis qu'est-ce que ça m'avait fait, parce que c'est pas vrai que ça fait rien. Non, on ne peut pas, on est des humains, hein. Fait que c'est pas vrai que ça fait rien. Et le partager aussi à quelqu'un, le dire à quelqu'un ce que tu as vécu. Je crois que c'est important, ça aussi. Je voudrais vous dire quelque chose aussi. C'est très important d'avoir des gens avec lesquels on peut partager des choses. Puis des gens que tu as confiance aussi. Ça peut être des gens de ta famille ou ailleurs. Mais que tu sois capable de le dire. Puis ces gens-là peuvent être aussi capables de te le dire. Parce qu'il faut bien s'entourer. C'est aussi un élément qui est important. Des fois, on ne peut pas, mais il y a des organismes aussi qui peuvent nous aider. Moi, j'avais la chance d'être quand même bien entourée, puis ça m'a aidé. Mais si je n'avais pas eu cette chance-là, ben, j'aurais appelé une place ou l'autre.
puis j'aurais regardé pour voir s'il y a une ressource pour m'aider là-dessus. Et si tu fais un bilan de tout ce que tu as vécu, là, tu regardes ça de loin, là, comment tu te sens à travers ça? Est-ce que tu es. Je ne veux pas dire que je ne te souhaite pas non plus de le revivre immédiatement, mais il reste que tu as acquis une expérience. Comment tu le vois là, maintenant? C'est bien que tu me poses la question, mais j'avais déjà eu l'expérience avec d'autres personnes qui ont eu un cancer assez prononcé, puis j'avais vécu des choses. Mais avec ce conjoint-ci, il y a eu le cancer, mais ce n'était pas aussi boum. Lui, d'une heure à l'autre, il est devenu totalement à terre. Oui. Tu sais, quand tu as le cancer ou des affaires comme ça fait son chemin. Puis à moins que tu le vois juste à la fin, puis que tu le vois venir, puis tu es capable de faire quelque chose. Ce que je trouve le pire, c'est quand ça arrive, boum, demain, tu t'y attends pas, puis c'est une situation de crise, comme on avait dans la pandémie, mais même à ça, si ce n'était pas la pandémie, quand tu ne t'attends pas à quelque chose, et puis c'est tout de suite, c'est paniquant. Puis là, est-ce que tu peux donner un conseil là, à faire? Quel conseil pourrais-tu nous donner face à quelqu'un qui est proche aidant? Là? OK. Si vous êtes avec quelqu'un et puis que vous aidez, puis la personne, vous voyez que sa santé physique, que ça ne va pas bien ou qu'elle a, elle vient tout d'un coup en détresse respiratoire ou autre, qu'elle fait beaucoup de fièvre, puis vous voyez que vous n'avez pas le contrôle, puis c'est difficile, restez pas là-dedans. Oui. Commencez par appeler le 811. Info Santé. Ils vont vous rappeler quand des fois il y a des délais importants, mais les gens qui nous parlent sont compétents. Puis si vous voyez que la personne continue à mal aller et puis que vous ne pouvez pas rien faire, puis que vous voyez là, trop de température, vraiment pas bien. J'ai connu beaucoup de gens qui étaient des AVC, leur conjoint ou des gens, puis il est obligé de faire. Il fallait qu'il bouge, mais on ne sait pas, on n'est pas médecin, malheureusement. Fait que appelez le 911, faites quelque chose, bougez. Tu sais, on ne sera jamais trop vite dans une situation comme ça. Puis il faut être vigilant, puis il faut être rapide d'une certaine façon. Parce que sinon, le temps ne joue pas pour nous. C'est ça que j'ai vu, que j'ai constaté dans ma vie, ma longue vie, que c'est mieux d'être rapide que de tolérer, attendre, parce que il y a des fois, tu n'as vraiment plus le contrôle. Puis ici, même si des fois c'est plus long, on peut appeler. On a quand même un système de santé. Oui. On peut l'utiliser. Mais de ne pas être trop insouciant avec ça. Pas faire de l'hypervigilance, puis surveiller, puis tout ça, mais avoir conscience de la situation. On peut se dire, on ne prend pas de chance. On n'a pas de chance à prendre. Non. On y va. Non, parce que la santé peut se détériorer rapidement. Moi, j'ai connu des gens qui, à un moment donné, avaient des douleurs neuropathiques importantes, des douleurs partout dans tout le corps. Puis j'ai vu que ils ne s'en occupaient pas, ils étaient tout seuls, mais ça a très mal été après. Il y avait trop de douleurs, puis là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors, ce que tu es en train de nous dire, il ne faut pas trop attendre. Pas trop attendre. Être vigilant aussi. Oui, être vigilant, puis de 911, n'oubliez jamais ça. 811, n'oubliez-le pas. Puis, se fier, vous pouvez appeler votre famille ou des gens comme ça, mais agir, être dans l'action. Parce que si c'est possible, parce que des fois, on n'est pas capable d'être dans l'action. Il y a de l'émotion, il y a t'es pas bien, quoi que ce soit. Moi, je dis ça parce que j'étais capable de le faire, mais si on n'est pas capable de le faire, on n'est pas capable de le faire parce que la vie, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Absolument. Et je sais que le gouvernement provincial offre une aide aussi
Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu connais l'aide que le gouvernement peut Dans quel sens? dans le sens que, est-ce qu'il y a des numéros de téléphone? Oui, tu en as donné tantôt des numéros de téléphone, mais est-ce que des www, comme on dit, des places à... Je sais que le gouvernement provincial oui, mais propose je quelque te chose. dirais que le mieux à appeler quand tu es dans la rapidité, parce qu'ils ont une masse d'informations, c'est le 911. Oui, OK. Pas rappeler. Quand tu es dans Ouais. ça. Mais quand tu ne l'es pas, puis tu prévois, tu préviens, tu veux prévenir, pas prévoir, mais prévenir, à ce moment-là, Mais tu appelles au CLSC. Tu t'appelles au CLSC. Au oui, c'est bien. CLSC, puis ils te répondent quand même très bien, OK. à un moment donné. Je sais qu'il y a le www.quebec.ca, c'est le gouvernement provincial. Ça, on peut avoir pas une aide rapidement, mais on fait un petit programme là, où on peut. Mais regarde, moi, je pense que tu es encore meilleur que moi, parce que moi, je n'ai pas eu besoin de ça, c'était trop rapide. Fait que tu donnes une autre information aux gens, puis répète-le là. Alors, c'est le www.quebec.ca. Et puis, je sais que pour une aide financière, ça c'est très important, la RAMQ nous aide financièrement lorsqu'il arrive une situation comme ça. Puis qu'on n'a pas d'argent pour soit commander un taxi ou tout ça, bien, on peut aussi appeler pour, à la RAMQ. Bon, ben c'est important. Moi, vois-tu, je ne connaissais pas ce programme. Alors, c'est des types de soutien, je pense que c'est important qu'on le sache. Ben, moi, je pense que là, je vais me renseigner davantage parce que moi, je ne l'ai pas vécu. Mais si ça existe, tant mieux. Il faut ramasser. C'est ça que je dis. Je pense qu'il faudrait mettre tout ça d'un bloc, tous ces conseils-là, pour bien donner aux gens parce qu'on ne sait pas ce qui peut se produire. Peut-être que les groupes, les associations de proches aidants l'ont aussi, mais qui publicisent ça parce qu'on ne sait pas tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire. Vous avez raison. Mais je sais que ton témoignage nous aide beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si ça a ouvert à la discussion. En tout cas, je te remercie beaucoup. Moi, tant qu'à moi, j'ai moins de questions présentement. Je ne sais pas si tu peux rajouter une chose avant qu'on se quitte ou avant une période de questions. Ben, ce que je veux rajouter, c'est qu'on est toujours, on est meilleur qu'on pense. Oui, il faut se fier, là, je vais vous dire quelque chose de spécial, à ce qu'on ressent. Des fois, on ne se fie pas à ce qu'on sent. On pense qu'il faut qu'il y ait des super-héros pour voir la situation, mais quand on vit avec quelqu'un, on la connaît, la personne. Puis on connaît comment elle est. Puis on est capable de vérifier les différences, vérifier les choses qui ne sont pas normales pour la personne. On est, autrement dit, moi je vous le dis, là, on est les spécialistes de ça. Parce que c'est clinique, on voit tout le temps quelqu'un constamment, puis on est capable de voir quand il y a des changements, beaucoup plus que quelqu'un qui voit photo d'une personne. Fait qu'il faut se faire confiance. Il faut aller chercher, quand on a un feeling, puis qu'on sent ça, puis qu'on voit qu'il y a une situation qui change, de ne pas avoir peur de bouger, d'en parler à la personne avec qui on est, ou ça peut être une autre personne que son conjoint, ça peut être un proche aidant, aider des gens, puis avoir un rapport proche. Il faut le voir, on est vraiment aux premières loges, et puis c'est ça qui est important, puis il faut se fier aussi à ce qu'on voit, puis à ce qu'on sent. Parce que c'est nous qui le vivons, c'est pas les autres. Puis comment est-ce qu'on ne peut pas arriver à un diagnostic, radiographie, scanner, tout ça, mais il y a des malaises, puis c'est pas comme ça qu'on les diagnostique. Il ne faut pas avoir peur de se faire confiance. On ne sera jamais trop rapide, puis on le sait, on le voit, il faut se faire confiance. Puis on a des forces intérieures aussi, hein? On a des forces de ne pas avoir peur d'aller chercher ce qui nous habite, ce qu'on a envie de le faire, puis on va avoir des forces à ce moment-là. Oui, moi aussi, je crois à ça. Puis, tu sais, la première marche, c'est la
Mais moi, j'ai toujours pensé, peut-être que vous pensez ça aussi, l'action est mieux que tout. Oui. Quand il arrive une situation, tu ne peux pas être là comme ça. Puis surtout qu'on est aux premières loges, quand on est avec quelqu'un qui n'a pas une bonne santé, qu'on est obligé d'aider, on le voit au jour le jour, quotidiennement. Quand il y a un point qui ne va pas, on est là, on le voit, on le sent. Fait que c'est un peu ça. Je vais finir en vous disant quelque chose. Moi, je veux dire, ça va bien, c'est quand même pas pire dans ma vie, puis même très bien, mais il me manquait quelque chose. Je vais vous dire ma recette. C'est peut-être pas la vôtre, mais trouvez-vous votre recette. C'est ça, dans la vie, il faut se trouver sa recette de bonheur. Moi, j'avais un chat avant, un gros chat, Roméo le chat. Et ce chat-là, chaque fois que j'étais nerveuse, je ne m'en rendais pas compte, le chat venait sur moi, je le flattais. Puis après un bon temps, ben, j'étais super beau. On aurait dit que c'était parfait. Fait que mon chat Roméo, imaginez-vous, il est mort d'une crise cardiaque. Je l'ai retrouvé, des chats aussi, des affaires graves. Je l'ai retrouvé mort. Puis là, j'avais plus de chat. Puis là, je me sentais correct, mais à un moment donné, je ne pouvais pas, j'aime bien flatter mon conjoint, mais je n'avais pas, c'était pas le même feeling. Donc, je me suis dit, il me manque quelque chose. C'est pas bon pour moi. Il faut que je vive mes affaires, il faut que je me trouve un moyen. J'aurais pu aller jouer avec la terre, faire de la poterie ou quelque chose, c'est une feeling là aussi. Mais je voulais quelque chose de tous les jours. Alors, je suis retournée me chercher un chat. Et puis, oui, et parce que moi, pour moi, un chat égale bonheur. Et ma recette de bonheur a marché. J'ai constaté que ça me faisait du bien. Fait que tout ça pour dire, on est les meilleures personnes auprès des gens qu'on aime. On les voit tout le temps. On développe des réflexes. Il faut être bien avec soi-même. Si on est mal, il faut trouver le moyen d'être bien. Notre domicile, il faut faire attention pour pas que ça soit trop pire parce qu'on peut se planter nous autres aussi pour les autres personnes. Il faut avoir du monde avec lequel on vit bien, puis être capable de parler. Puis, la grosse question, agir puis avoir confiance en lui. Fait que ça fait des petits traits à suivre. Puis, c'est pas des règles fixes, dans le sens que tout le monde, moi, vous pouvez aimer une tortue, vous pouvez aimer, non, mais je fais des blagues, vous jouer dans la terre, mettre vos plantes, tout ça, trouver une recette de bonheur. Parce que même si tu deviens avec des plus grosses responsabilités dans la vie, tu as quand même le droit à une recette de bonheur. Puis on est capable de découvrir. Puis quand on trouve notre recette de bonheur, ben, le stress, il fond. Puis Félix Parent va vous envoyer ça, les respirations. Au début, on trouve ça un peu fou, mais à la longue, c'est un bien-être que ça nous donne. Merci Judith, merci beaucoup. Merci, alors, on a un gros devoir à faire pour trouver notre recette de bonheur cette semaine. Moi, je le fais, là, puis je remercie. Ben, je pense que oui, enrichissant. Tout le monde, il faut se trouver sa recette de bonheur. Parce qu'on l'a tout dans la vie, puis on le mérite.